Bonjour à tous. Aujourd'hui, au séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Blazy. Sandrine Blazy est professeure à l'Université de Rennes 1 et travaille beaucoup sur la compilation et l'analyse statique et la vérification formelle d'outils comme les compilateurs ou des analyseurs. J'ai mentionné le compilateur CompCert dans mon exposé. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur cette vérification. Mais elle travaille aussi sur des sujets plus directement reliés à la sécurité, par exemple sur la compilation Constant Time. On a pas mal parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, et à nouveau aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, elle va nous parler d'obfuscation, qui est encore une autre transformation qu'on peut appliquer sur des logiciels pour améliorer certains aspects de leur sécurité. Merci Sandrine. Merci pour cette introduction et merci de m'avoir invité à ce séminaire. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc en effet vous parler d'obfuscation du logiciel. C'est un moyen assez simple pour le programmeur de protéger ce qu'il écrit avec l'objectif de générer du code exécutable qui soit brouillé. Je vais commencer dans une première partie par définir ce terme d'obfuscation. Obfuscation, c'est un anglicisme. En français, on a un mot offusqué qui a la même racine latine fuscare qui signifie assombrir. Et donc, ce mot offusqué, si on regarde son étymologie, on se rend compte qu'aujourd'hui, il est utilisé dans un autre sens, plutôt dans le sens de porter ombrage à quelqu'un ou l'indisposer. Aussi, un terme plus approprié est le mot obscurcir, obscurcissement. Maintenant, si on regarde en anglais la définition du mot obfuscate, que j'ai traduite ici en français, on a la définition suivante. Donc, ça signifie embrouiller pour cacher la vérité, rendre quelque chose moins clair et plus difficile à comprendre, et notamment de manière intentionnelle. Cette définition est plus adaptée à l'obfuscation du logiciel. Aussi, je vais plutôt utiliser dans mon exposé le terme de brouiller, brouillage, voire parfois l'anglicisme obfuscation. L'obfuscation a été utilisée pour la première fois dans les années 80. À cette époque, les concepteurs des logiciels les plus populaires avaient l'habitude de cacher des surprises, on dit des easter eggs, des œufs de Pâques dans les logiciels. C'est du code rajouté intentionnellement qui fait autre chose et qui est là dans le but de surprendre l'utilisateur. Par exemple, le mois dernier, on voit qu'il y a ici quelqu'un qui a retrouvé dans Windows 1.0 un œuf de Pâques qui était resté dissimulé pendant à peu près 37 ans. Et cet œuf de Pâques avait pour effet de provoquer l'affichage d'un menu déroulant qui listait les concepteurs de Windows 1.0. Alors la personne qui a trouvé donc ça le mois dernier avait l'air assez chevronné. Et donc il explique que quand même il lui a fallu une journée entière pour faire ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, c'est une technique que je vais vous expliquer juste après cette introduction. Il a récupéré ce code binaire et il a dû l'analyser afin de découvrir cette surprise, cet œuf de Pâques. Donc ça, c'était dans les années 80 où on peut dire que Windows 1.0 était un logiciel obfusqué puisqu'il y avait du code, une partie du code était obfusquée, mais là, c'était dans un objectif de surprendre les utilisateurs. Dans les années actuelles, l'obfuscation est toujours utilisée, mais dans un but de plus de protection du logiciel. C'est utilisé, par exemple, dans la situation suivante. Donc voici Alice qui programme en JavaScript un jeu pour téléphone. Alors, ce jeu est assez original, il lui plaît beaucoup, donc elle décide d'en tirer des profits. Et pour ça, elle a entendu parler d'obfuscation, donc elle va utiliser un outil d'obfuscation disponible en ligne pour protéger son jeu. Et donc, elle va le déposer pour en tirer des profits dans Google Play. Son jeu a du succès, plusieurs personnes l'achètent, et puis arrive Bob, qui va également acheter ce jeu, mais dans un but malveillant. Son objectif, c'est de plagier le jeu d'Alice, voire le recopier et faire comme si c'était le sien,
afin d'en tirer lui-même des profits. Donc il va récupérer comme ça tous les jeux les plus récents disponibles et il va passer plusieurs jours à essayer de les analyser pour les modifier suffisamment pour faire croire que c'est lui qui a fait ce jeu-là. Finalement, le jeu d'Alice était le seul à ne pas avoir été protégé, donc au bout d'un certain nombre de jours, comme il a réussi à plagier les autres jeux, ben, finalement il va capituler avec le jeu d'Alice et il va juste plagier les autres. Un autre scénario est le suivant. Cette fois-ci, Alice a décidé de mettre en place un site de vente en ligne d'objets. Et puis, elle aimerait vendre le plus d'articles possible via ce site, donc elle décide d'écrire un programme JavaScript qui va mesurer l'activité des utilisateurs. Et donc, ce programme, elle va également l'obfusquer. Donc, Bob, cette fois-ci, va utiliser ce site en ligne. Et Alice n'a pas souhaité que Bob sache qu'il était un peu espionné, qu'il y avait un algorithme d'analyse qui tournait pour suggérer davantage d'articles à Bob ou pour lui proposer de la publicité ciblée. Donc, au final, l'obfuscation du logiciel, ça permet de se protéger contre un attaquant qui est à l'autre bout de la chaîne, qui récupère un programme binaire et qui veut le détourner. D'autres exemples d'utilisation de l'obfuscation du logiciel, ça a été beaucoup utilisé au début de la mise en place des systèmes de DRM, donc les systèmes de dispositifs de gestion des droits numériques, par exemple dans les DVD, dans les consoles de jeux ou dans la télévision en ligne. D'autres exemples de logiciels grand public qui pratiquent l'obfuscation du logiciel sont Skype, Gmail ou Dropbox. L'obfuscation du logiciel, c'est même devenu une pratique recommandée quand vous développez des applications. Par exemple, quand vous développez une application JavaScript destinée à des téléphones Android, on vous conseille non seulement de compacter votre code, mais aussi de l'obfusquer. De même, quand vous développez une application avec Visual Studio, Microsoft vous fait la même recommandation. Et vous avez même à disposition un obfuscateur dédié qui est utilisable directement depuis Visual Studio. Voici pour des exemples. Maintenant, regardons des exemples de programmes obfusqués. Voici un premier exemple de programme C brouillé que Xavier vous avait montré dans son cours il y a 2 ans sur les sémantiques mécanisées. Donc ce programme C est brouillé parce qu'il est difficile à lire pour un être humain. Il a gagné un concours d'obfuscation de programme C en 1988. Le but de ce concours, ce n'était pas de protéger les programmes, mais c'était plutôt de rendre les programmes les plus illisibles pour un être humain et aussi de sensibiliser les utilisateurs aux subtilités du langage C, en particulier tous ces comportements indéfinis dont vient de parler Xavier. Voici un autre exemple de programme obfusqué. Cette fois-ci, c'est du code JavaScript. Donc ça, c'est un exemple fourni par un logiciel commercial qui permet d'obfusquer du JavaScript en ligne. Bien sûr, c'est un programme illisible. Alors, c'est intéressant de faire ça pour du JavaScript, puisque JavaScript, c'est le langage du web, des applications. L'intérêt d'avoir ici un programme illisible, c'est que du code JavaScript, en général, ça tourne dans un navigateur. Et donc Bob, par exemple, s'il va récupérer ce programme d'analyse de site web, on voudrait qu'il ne le récupère pas. Et un moyen de faire que Bob ne parvienne pas à comprendre qu'il est analysé et la logique derrière cette analyse, c'est de fournir ce genre de programme qui serait accessible directement dans le navigateur de Bob, bien qu'ayant été développé par Alice. Enfin, voici un troisième exemple de programme obfusqué. Cette fois-ci, c'est un programme en langage d'assemblage. C'est un programme qui ne contient qu'une seule instruction, l'instruction move. C'est un avantage, c'est de l'assembleur portable. Il n'y a qu'une seule instruction. Ce programme, c'est une boucle infinie. Pour sortir de cette boucle, il faut donner une adresse. On peut sortir de cette boucle en fournissant des adresses invalides. Son auteur l'a présenté en 2015 et il avait intitulé son exposé donc,
enfin, il précise que c'est un cauchemar sans fin pour la rétro-ingénierie, donc cette activité d'analyse de code binaire que je vais maintenant vous détailler dans une deuxième partie. Donc quand Bob récupère le programme d'Alice, il récupère une suite de 0 et 1, et donc l'analyse de code en langage machine a pour but de retrouver l'information cachée dans cette suite de 0 et de 1. Ça se fait en utilisant des outils standards qui s'appellent des désassembleurs. Les plus connus sont les trois que j'ai mentionnés ici, IDEA qui est le plus ancien, Ghidra, c'est un outil qui a été développé par la NSA et qui est maintenant disponible sur GitHub, et le dernier, Radar. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont largement utilisés par la communauté, et IDEA a même une version commerciale qui effectue davantage de fonctionnalités. Donc le but de cette analyse de code binaire, c'est d'abord de décoder les 0 et 1 pour retrouver des suites de valeurs hexadécimales qui représentent des instructions, des données, et qui doivent être rangées là-bas dans la mémoire, conformément à une géographie attendue de la mémoire, où on a en particulier une zone de code qui est complètement séparée de la zone dans laquelle, des différents morceaux de la mémoire dans lesquels on range les données. Alors pour ce faire, il y a une phase de décodage donc, où on retrouve les instructions. Pour ça, il faut quand même retrouver dans tout ce paquet de mémoire le début de la première instruction, par exemple, sinon on se trompe dans le décodage. Et les instructions sont repérées par des codes d'opération. Par exemple, ici, j'ai mis en gras plusieurs fois 83 qui encode l'instruction sub ou l'instruction add, et qu'on retrouve ici aussi un peu plus difficilement dans la zone de code. Ensuite, ces codes d'opération ont des paramètres qu'il faut également retrouver. Bien sûr, les instructions détaillent variables, des nombres, etc. Donc ça, c'est la partie décodage. Et ensuite, il faut désassembler ces suites de valeurs hexadécimales en instructions assembleur pour la partie instruction. Et il faut aussi retrouver les données. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation de l'outil IDEA de rétro-ingénierie. Dans cet exemple, mon objectif, c'est je vais partiellement analyser un programme, un exécutable que j'ai récupéré. L'objectif de mon analyse, c'est de faire afficher au programme un message bravo, un message de fin, ici, congrats. Et pour ça, ce message ne se déclenche que sous certaines conditions, je dois lui fournir une valeur en entrée, et je ne sais pas quelle est cette valeur, et je dois le découvrir. Donc c'est typiquement le genre d'exercice qu'on donne aux étudiants pour apprendre, pour les initier à la rétro-ingénierie. Donc la première chose que je dois faire, c'est retrouver le point d'entrée de mon programme, et retrouver ensuite les différentes fonctions de mon programme. Alors IDEA va m'aider un petit peu. Par exemple, IDEA connaît les fonctions de bibliothèque que j'ai utilisées. Par contre, il va me retrouver aussi mes fonctions, mais là, il me donne des noms très peu significatifs. On est au niveau binaire, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup d'informations. On a perdu, bien sûr, tous les types. On a perdu tous les identifiants de variables, de fonctions. Et donc, même si IDEA va me retrouver des fonctions, ça va me demander davantage de travail pour analyser tout ça dans le but de comprendre un peu mieux ce programme. Donc c'est ce que je cherche à faire. Donc par contre, dans la zone, je dois aussi retrouver des données. Alors les constantes, les chaînes de caractères sont assez faciles à retrouver. Donc là, je sais, grâce à IDEA, je vois qu'il y a cette chaîne qui est ce que je cherche à afficher. Et donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir me déplacer dans la fonction qui fait l'affichage de cette chaîne. Ici, IDEA va me donner les instructions ici correspondant à cette fonction. Et donc, je vais comprendre quel est le rôle de cette fonction. Je vais donc pouvoir changer, renommer cette fonction. Donc, une analyse, c'est aussi une étape interactive. J'interagis avec mon désassembleur dans le but de reconstruire le plus possible un programme que je vais ensuite comprendre. Donc, j'ai compris ce que faisait cette fonction, je la renomme, j'ai comme ça un programme que je comprends un peu mieux. Et j'ai aussi une vue, le but c'est aussi de reconstruire ici un graphe de flow de contrôle, et dans lequel je peux me déplacer, donc en choisissant comme ça un peu partout où je veux aller.
Voilà, donc je fais ça pour les instructions, les fonctions. Je peux aussi aller changer les données. Donc par exemple, ici, j'accède à la pile de la fonction main. Il faut aussi que je reconstruise les données dans cette pile, puisque j'ai perdu les types. Et donc là, par exemple, j'ai examiné mes instructions concernant mon affichage, et je viens de comprendre que finalement, en pile, j'ai un tableau ici de taille 128 caractères, soit 80 en hexadécimal. Et donc, c'est moi qui vais interactivement, appeler ça name on stack, etc., dire à IDEA, je sais que c'est un tableau de taille 80 et non pas juste un seul caractère, etc., etc. Et donc, comme ça, je vais, au fil du temps, améliorer mon analyse, la rendre plus précise, et finalement parvenir à comprendre que je dois fournir une chaîne de 128 caractères contenant une certaine valeur pour afficher mon message. Donc voilà très rapidement ce qui se passe quand on fait de l'analyse de code en langage machine. Donc on part du code en langage machine et on veut reconstruire interactivement le flow de contrôle du programme. Alors on n'est pas obligé de faire ça, enfin on peut s'arrêter en laissant des parties incomprises. Le but, c'est vraiment d'extraire des informations qui vont nous être utiles pour comprendre ce que fait ce binaire. Les outils comme IDEA, Ghidra, etc. procèdent par analyse statique. Donc typiquement, ils vont utiliser l'analyse de valeur qu'a mentionné Xavier tout à l'heure. Et donc ces outils d'analyse évoluent aussi avec le temps. Et en particulier, donc là, je vous ai juste montré l'analyse vraiment élémentaire, où on cherche uniquement à reconstruire le graphe de flow de contrôle interactivement. Après, on pourrait aller plus loin dans l'analyse et éventuellement utiliser des outils plus avancés qui peuvent découvrir davantage d'informations, comparer des binaires ou faire des analyses un peu plus poussées. Parmi ces analyses un peu plus poussées, il y a des outils qui font un petit peu d'analyse d'exécution symbolique, c'est-à-dire qui sont capables de générer des formules qui représentent des chemins d'exécution dans le graphe. Et avec les progrès des outils Solver SMT, en fait, ces analyses deviennent assez populaires, assez employées et commencent à fournir des résultats intéressants. Donc voilà pour cette partie rétro-ingénierie. Donc maintenant, je peux vous proposer une définition un peu plus adaptée de cette notion d'obfuscation de logiciel. Qu'est-ce que ça veut dire brouiller le code? Ça signifie le transformer afin de rendre plus difficile l'extraction d'informations lors de la rétro-ingénierie. D'ailleurs, c'est aussi, je vous ai dit que l'obfuscation, c'était une pratique recommandée. Il y a par exemple une communauté assez connue sur la sécurité des applications web qui s'appelle l'OWASP et qui émet beaucoup de recommandations pour des pratiques de sécurité. En 2016, ils ont fait une étude sur les principaux risques de sécurité d'applications web et ils ont clairement dit qu'afin d'empêcher une rétro-ingénierie fructueuse, il fallait utiliser de l'obfuscation. Alors, un point à remarquer, c'est que donc, ces techniques de rétro-ingénierie existent depuis pas mal de temps, et ces techniques évoluent parce que les techniques d'analyse de code évoluent également. Et donc les deux évoluent en parallèle, c'est assez courant en sécurité, hein, les gens cherchent à se défendre contre des attaquants, ça entraîne que les attaquants proposent de nouvelles attaques, du coup les défenseurs se défendent encore plus, etc. Donc on est exactement dans cette logique ici. Alors il y a quand même une limitation à cette activité de rétro-ingénierie, c'est que tous les outils que j'ai mentionnés ici supposent qu'il y a une distinction en mémoire entre la zone de code et la zone de données. Pourquoi? Parce que ça permet de construire une fois pour toutes le graphe de flow de contrôle et ensuite de faire des analyses sur ce graphe. Or, il existe des codes qui sont dits automodifiants et qui ne respectent pas cette propriété. Qu'est-ce que c'est qu'un code automodifiant? Donc, c'est un code qui va, lors de son exécution, générer de nouvelles instructions qui seront, elles, les vraies instructions qu'on cherche à exécuter. En procédant ainsi, ça permet d'échapper à l'analyse statique, puisque statiquement, on ne connaît pas les instructions intéressantes qu'on va chercher à protéger.
Et donc ça, c'est utilisé typiquement dans les virus. Il y a une forme assez simple qui est courante dans les virus, qui est ce qu'on appelle la virtualisation d'un code. J'ai un code que je veux exécuter, je ne veux pas qu'il soit détecté par l'analyse statique, et donc je vais le virtualiser, c'est-à-dire que je vais rajouter à mon code une petite machine virtuelle, au passage écrite dans un langage que je suis seul à connaître, un mini-langage que je suis seul à connaître. Et donc, c'est cette machine virtuelle, c'est lors de son exécution, que les instructions que je cherche à protéger vont être exécutées. Donc voilà pour cette partie d'analyse par rétro-ingénierie. Je vais maintenant passer du temps dans cette troisième partie à vous présenter quelques stratégies d'obfuscation du logiciel. Il y en a beaucoup. Par exemple, dans ce livre, il y a un livre entier qui a été consacré à ces techniques de protection. Et aussi, en 2018, il y a eu un état de l'art qui fait un bilan un peu réactualisé du livre qui doit dater de 2006. Alors, la première question avant de vous présenter des techniques, c'est à quel niveau est-il intéressant de brouiller le code ? Un niveau qui semble naturel, c'est le langage d'assemblage, puisque c'est le code qui a été produit par compilation. Et donc, si je brouille ce code, je suis sûr que le code qui s'exécutera sera brouillé. Par contre, à ce niveau-là, on a perdu beaucoup d'informations, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'en termes de brouillage, on ne peut faire que des simples brouillages, mais c'est quand même intéressant. A l'inverse, on peut vouloir brouiller des programmes écrits en langage source pour profiter de l'abstraction offerte par le langage. Par exemple, on a des boucles, on a des structures qu'on avait perdues, qu'on retrouverait plus difficilement. Donc ça permet de brouiller à plus gros grains et de façon plus avancée, et ça offre aussi davantage de possibilités de brouillage. Si on décide de brouiller des programmes écrits en langage source, se pose le problème des interactions avec la compilation. En effet, il y a beaucoup de stratégies d'obfuscation qui sont issues de techniques d'optimisation de compilation, et donc on peut se poser la question de savoir si les obfuscations vont résister aux optimisations. Donc si on choisit de faire ça au niveau source, on est obligé ensuite de vérifier au niveau compilé que les obfuscations sont en effet présentes. Finalement, il n'y a pas trop de... Enfin, les deux sont possibles, il peut y avoir des avantages. Enfin, chaque langage offre des avantages. Ensuite, une autre question, c'est comment évaluer une obfuscation et comment décider si une obfuscation est la bonne pour mon programme. Le critère le plus important, c'est le coût induit par le brouillage. Si le jeu que Bob a récupéré est 100 fois plus lent que le jeu non obfusqué, personne ne va acheter le jeu, même s'il est brouillé et protégé. Enfin, il y a deux autres critères. Le premier, c'est la résilience, c'est la difficulté à désobfusquer. Est-ce que quand je vais faire de la rétro-ingénierie, ça va être simple de revenir en arrière, ou au contraire, est-ce que ça sera très difficile? Un autre critère, c'est la furtivité. Est-ce que quand je vais faire ma rétro-ingénierie, ça va être facile de reconnaître la partie obfuscation du reste? Si c'est le cas, ma rétro-ingénierie va être assez simple. Si je suis chevronné, je connaîtrai les techniques d'obfuscation et ça sera facile pour moi de revenir en arrière. J'ai déjà vu des spécialistes, des gens qui font que de la rétro-ingénierie à longueur de journée, qui connaissent une dizaine d'obfuscations parmi les plus utilisées, et qui prennent quelques minutes à comprendre, rien qu'en regardant le programme désassemblé dans IDEA. Donc ça leur prend que quelques minutes de comprendre comment il a été obfusqué, même si, a priori, le programme désassemblé semble assez complexe. Concernant ces deux critères, donc ils existent, mais c'est difficile de les quantifier. Il n'y a pas vraiment de méthode pour les quantifier, donc c'est plus la pratique. Il faut valider expérimentalement une obfuscation, et surtout sur le programme qui nous intéresse. Un autre critère qui est important et sur lequel je reviendrai ensuite, c'est la correction
la correction de l'obfuscation. En effet, là, il s'agit de brouiller un programme en rajoutant du code, donc il faut aussi, bien sûr, se convaincre qu'on n'a pas changé le comportement des programmes, donc on a en effet préservé la sémantique des programmes. En pratique, quand on utilise une obfuscation, des fois, il faut faire des compromis entre ces critères. Et par exemple, parfois, ça peut être beaucoup trop coûteux de vouloir obfusquer absolument tout un logiciel. Donc, un compromis va être de se dire, finalement, je vais décider de ne brouiller que les parties les plus sensibles, dans le but de limiter le coût induit par le brouillage. Alors, voyons maintenant 4 familles de brouillage classiquement utilisés par les outils d'obfuscation. Le plus simple, c'est de renommer les variables. Il est très simple, mais sur JavaScript, il est assez utile. Ensuite, on peut aussi brouiller les données. Alors, les données, ça peut être brouiller la mémoire, ne pas stocker en mémoire les valeurs calculées par le programme, mais un encodage de ces valeurs. Ça permettrait, par exemple, tout à l'heure, j'ai cherché la chaîne de caractères Bravo, si elle était brouillée, je n'aurais pas trouvé Bravo aussi facilement avec IDEA. Une autre technique consiste à découper des variables. Donc j'ai une variable qui calcule un résultat, je la découpe en plusieurs morceaux, et bien sûr j'éparpille mes morceaux un peu partout dans mon programme. Alors, ça a aussi pour effet de rajouter du code, puisqu'il faut que je calcule quand même le même résultat, et donc peut-être que ça rendra aussi l'analyse un peu plus difficile. Enfin, il y a tout un ensemble de modifications qui consistent à changer la taille d'un tableau. Par exemple, je transforme un tableau en une matrice. Ça va avoir pour effet aussi de transformer une simple boucle en une double boucle imbriquée. Et donc, peut-être que mon outil d'analyste statique, peut-être qu'il savait traiter des simples boucles, mais qu'il ne saura pas traiter des boucles imbriquées. Et donc, peut-être que j'aurais gagné rien qu'en changeant la taille d'un tableau. Inversement, on peut aussi vouloir aplatir un tableau, diminuer la dimension d'un tableau. Ça va rendre plus difficile de comprendre la sémantique des valeurs stockées dans le tableau, et ça va aussi rajouter du code pour les indices de tableau. On peut aussi vouloir brouiller les fonctions. Par exemple, les expansés en ligne. Je vous ai dit que quand on fait une rétro-ingénierie, on cherche d'abord à retrouver des fonctions. Et donc là, on empêche cette étape. J'expanse des fonctions en ligne, ou l'inverse, je prends un bout de code et j'en fais une fonction, alors que ça serait une mauvaise idée d'en faire une fonction, mais c'est vraiment dans l'idée de brouiller l'analyse qui va vraiment chercher à reconnaître les fonctions. Alors ça, c'était des obfuscations vraiment simples. Maintenant, je vais vous parler de prédicats opaques. Donc, ça a été proposé par la première fois par Kohlberg et Tomborson dans un article publié à Popple en 1998. Donc, c'est eux qui ont proposé la première fois de considérer l'obfuscation comme une transformation de programme à part entière. C'est d'ailleurs eux qui ont proposé les critères que je vous ai proposés tout à l'heure. Et donc, la première transformation qu'ils mettaient en avant était cette notion de prédicat opaque. Donc ici, il s'agit de brouiller le flot de contrôle. Quand je fais ma rétro-ingénierie, le but, c'est de reconstruire un graphe de flot de contrôle. Donc ici, on va mettre en place des mesures pour rendre cette reconstruction la plus difficile possible, sachant qu'elle est effectuée par des outils d'analyse statique qui ont aussi leurs limites. Donc ici, pourquoi mettre des prédicats opaques ? Par exemple, j'ai une séquence d'instructions ici, I1 suivie de I2. Et je vais transformer cette séquence d'instructions en, ici, un if. Donc je vais mettre ma séquence d'instructions dans une branche de if. Et dans ce if, je vais accéder à ce if par une condition qui s'appelle un prédicat opaque, qui, dans mon exemple, sera toujours vrai. L'intérêt de faire ça, c'est que je complexifie mon flot de contrôle. Moi, programmeur, je sais que j'aurai un seul chemin possible dans ce graphe, celui avec cette flèche. Par contre, j'ai espoir qu'un outil d'analyse statique échoue à retrouver que ce prédicat opaque est vrai. Et on sait que quand on fait une analyse statique avec des instructions if,
Ben à la fin, dans les points de jonction, c'est un endroit où l'analyse statique fait une approximation. Et donc le but ici, c'est de provoquer une approximation dans le but de perdre de l'information lors de la rétro-ingénierie. Donc au passage, je vais en profiter, vu que j'ai rajouté une condition, que j'ai mis mon code dans la branche Zen, ben je vais mettre dans la branche else tout ce qui peut perturber l'analyse. Alors quels sont des exemples de prédicats opaques? Un premier exemple, le plus connu, donc j'ai ici un code qui calcule un résultat très simple. J'en fais un prédicat opaque, et le prédicat opaque que j'utilise ici, donc c'est n fois n plus 1 modulo 2. Si j'ai un entier n, je sais que n fois n plus 1 sera forcément pair. Donc j'ai un prédicat opaque très facile qui est n fois n plus 1 modulo 2 égale 0. Au passage, ce prédicat opaque, je ne l'ai quand même pas pris de... Je vais un peu... J'ai mon critère de furtivité. Je ne vais pas rajouter des nouvelles variables, je profite ici du paramètre n pour que le code que je rajoute ait l'impression d'être assez naturel par rapport au code que j'avais déjà écrit. Pourquoi c'est un prédicat opaque intéressant? Parce qu'il est simple, et puis parce que j'ai rajouté une expression non linéaire, donc n fois n, donc quelque chose qui pourrait être un peu pénible à analyser par des outils d'analyse. Alors aujourd'hui, les outils d'analyse savent analyser ce genre de prédicat opaque, mais en regardant dans un livre de théorie des nombres, on peut retrouver ici d'autres formes de prédicats opaques un peu plus complexes. Par exemple, ici, je sais que pour tout entier, 3 divise x fois x moins x. Donc je peux complexifier mes prédicats opaques en rajoutant des multiplications des expressions encore moins linéaires, toujours dans l'espoir que mon analyse statique va échouer à analyser ça. Donc il y en a d'autres ici, je peux même utiliser des exponentielles ici, 9 divise de 10 puissance x plus 3,4 puissance x plus 2, etc. Donc il y a plein d'exemples possibles ici. Alors en pratique, c'est vraiment une technique qui est très, très utilisée, mais elle ne s'utilise pas toute seule. C'est encore plus intéressant de l'utiliser en combinaison avec d'autres techniques, par exemple en découpant des variables, toujours dans l'idée de combiner la tâche. Il y a eu des variantes proposées sur ces techniques de prédicats opaques, et par exemple, en 2016, Christian Kohlberg et ses co-auteurs ont proposé une variante qui consiste à ajouter des branchements qui dépendent cette fois-ci des entrées du programme. Donc les entrées du programme, statiquement, je ne les connaîtrai jamais. Et le but ici, c'est d'introduire de nouveaux chemins d'exécution possibles. Donc je vais rajouter des conditions de chemin. Et je sais que mon attaquant, lors de sa rétro-ingénierie, va utiliser de l'exécution symbolique. Donc je vais maintenant essayer de contrer ces nouvelles techniques d'exécution symbolique qui reposent sur l'utilisation de SMT Solver, donc qui sont là pour résoudre les formules, les expressions de chemin. Et bien là, je vais polluer le SMT Solver en lui ajoutant tellement de conditions de chemin que j'ai espoir qu'il arrive à échouer. Et donc à ne pas résoudre mes chemins. Alors maintenant, donc, l'avantage des prédicats opaques, c'est assez facile, mais toujours, voyons maintenant dans l'idée de brouiller le graphe de flow de contrôle, une autre transformation qui est l'aplatissement du graphe de flow de contrôle. Donc l'idée est la même, complexifier le graphe de flow de contrôle, et de plus, ici, je vais typiquement transformer des boucles. Donc, lors d'une rétro-ingénierie où on a un graphe de flow de contrôle, l'étape suivante à ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, ça serait par exemple de retrouver des boucles pour comprendre ce que calcule une boucle. Et donc les boucles, quand on regarde le graphe de flow de contrôle, on a quand même une structure assez simple ici. J'ai une instruction qui précède l'entrée dans la boucle, j'ai une condition d'entrée dans la boucle, et puis j'ai un corps de boucle. Alors ici, il est tout petit, il y a une seule instruction, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc voilà le format très, très simple de ma boucle. Je veux rendre plus difficile la détection des boucles. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aplatir cette boucle de la façon suivante, donc sur ce qui est montré ici à droite. Donc j'ai mes 3 morceaux bleus là, de boucles. Ben, je vais les mettre au même niveau pour pas qu'ils soient identifiés en tant qu'entrée, sortie, etc.
Donc je vais produire le code ici, dans lequel je mets au même plan mes 3 instructions ici. Pourquoi elles sont au même plan? Parce que j'ai rajouté dans mon code, j'ai mis ces 3 instructions dans une instruction switch choix multiple. Et maintenant, le choix entre les 3 instructions à exécuter dépend d'une variable ici PC que j'ai rajoutée dans mon code, qui se comporte comme un pointeur d'instruction. Et c'est à cette variable qui incombe le choix de décider quelle instruction exécuter. Et donc, pour exécuter toutes mes instructions, ben j'empaquette tout ça dans une instruction while. Tant qu'il me reste des instructions à exécuter, je vais les exécuter. Donc, on voit ici que cette transformation, elle cherche un peu à imiter ce qu'on fait quand on fait de la virtualisation. Et donc, ça donne ce résultat-là. Donc le graphe de flow de contrôle, bien sûr, il est aplati. Donc ici, j'avais une seule instruction. Si j'en avais eu beaucoup plus, vous voyez que j'aurais eu un graphe aplati, je l'aurais aplati beaucoup plus comme ça. Bon, et bien sûr, là aussi, en pratique, je ne vais pas utiliser que cette technique. Je vais mélanger avec, par exemple, des prédicats opaques pour complexifier mes chemins dans mon graphe de flow de contrôle. Je vais peut-être encoder les constantes pour les différentes valeurs dans mon pointeur d'instruction, etc., pour construire quelque chose de plus en plus compliqué. Donc voilà, je vous ai présenté différentes façons de brouiller le flow de contrôle. Je vous ai présenté les transformations un peu phares des outils actuels d'obfuscation. Tout ce que je vous ai présenté là, c'est dans les outils d'obfuscation de l'état de l'art. Alors il y a beaucoup de logiciels commerciaux, bien sûr, qui font l'obfuscation. Certains indiquent ce qu'ils font et en tout cas précisent qu'ils utilisent toutes ces techniques-là. Il existe aussi des outils qui sont disponibles. Le plus connu, c'est l'outil Tigres, développé par Christian Kohlberg à l'Université de l'Arizona. C'est d'ailleurs un outil développé en Camel. Alors, il est disponible, ça veut dire qu'il veut bien qu'on utilise son binaire, mais il ne va pas donner son code. Et donc, c'est un outil qui obfusque des programmes C. C'est l'outil le plus connu à ce jour parmi les outils disponibles. Je n'ai jamais utilisé d'outil commercial qui obfusque. Mais en tout cas, il propose une pléthore de transformations. Dès qu'il y a une nouvelle idée, vous pouvez être sûr qu'elle va être dans Tigres dans les mois qui suivent la publication de la nouvelle façon d'obfusquer. Donc c'est un peu un outil de référence. Ensuite, il y a un autre outil qui lui opère à plus bas niveau sur le langage intermédiaire de LLVM qui a été développé en Suisse. Et ça a été le premier dont le code était disponible en ligne. Donc c'est LLVM Obfuscator. Je pense qu'il est plus développé, il est plus maintenu. Par contre, je sais qu'il y a d'autres outils d'obfuscation qui prennent sa suite et qui sont construits à partir de cet outil-là. Et enfin, il y a aussi un outil disponible en ligne pour JavaScript qui permet aussi vous pouvez écrire un tout petit programme JavaScript et en ligne décider des obfuscations, etc. Alors donc, je vous ai dit que toutes ces transformations étaient utilisées dans ces outils, mais est-ce que ça veut dire que si ces outils révèlent toute leur stratégie d'obfuscation, est-ce que ça veut dire que ça ne sert plus à rien, ça ne protège plus la personne qui les utilise? La réponse est si, c'est quand même utile de savoir ce que font ces outils, et si on connaît les stratégies proposées par un outil, ça ne veut pas dire qu'on va forcément savoir désobfusquer facilement un code. Donc en effet, quand on obfusque en vrai, toute la connaissance qui n'est pas diffusée, c'est la façon dont on combine les obfuscations. C'est ça un peu le cœur de métier des gens qui font ça. Et là-dessus, les outils que vous allez utiliser ne vous aident pas trop. Alors Tigres, il y a énormément, il doit y avoir une centaine d'options possibles. Il vous aide un peu, mais voilà. Donc, si on veut vraiment que l'obfuscation soit utile et protège vraiment, il faut savoir combiner différentes techniques.
Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça permet aussi finalement, à partir d'un programme source, d'être capable ça fournit un moyen de générer énormément de variantes pour un code de bas niveau. Et donc ça permet de faire ce qu'on appelle de la diversification du logiciel. Alors la diversification du logiciel, donc, la personne qui en a parlé la première fois, c'était quelqu'un qui s'appelle Cohen, c'était en 1993. Alors il ne s'agissait pas ici d'obfuscation, mais il parlait de stratégie du leurre, c'est-à-dire l'idée que si je veux distribuer mon programme, je ne vais pas distribuer un seul programme, je vais distribuer plein de versions de mon programme. L'idée que cette stratégie de leurre soit un moyen d'y parvenir, c'est par l'obfuscation. Donc c'est Poussela et Schneider qui ont eu cette idée-là et qui ont expliqué ça dans un papier publié en 2006. L'idée que l'obfuscation, c'est vraiment un bon moyen de faire de la diversification du logiciel. Quand on fait ça, on parle de brouillage polymorphe. Polymorphe signifiant ici une variété de fabriquer des codes obfusqués. Donc l'idée, c'est que si je mets 1 million de variantes de mon jeu vidéo en ligne ou de mon jeu, Bob aura du mal il faudra 1 million de fois rétro-ingénérer tous les binaires générés. Ça a aussi un intérêt, c'est que cette diversification, elle permet aussi de tracer. Par exemple, si je vends mon jeu à tel type de personnes, je vais leur donner une version comme ci, et à d'autres personnes, je sais quelle version binaire je vais produire, etc. Donc c'est cette idée ici de voir la diversité comme une défense pour pas qu'un programme binaire exhibe forcément la même vulnérabilité. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle, hein, elle est cette idée de diversité est déjà employée par les systèmes d'exploitation. Par exemple, une mesure de protection. Quand vous compilez un programme, il y a une mesure de protection qui s'appelle la randomisation des adresses. Si vous compilez 2 fois aujourd'hui sur votre machine un programme C, un programme avec 2 versions de malloc, il ne va pas vous allouer les mêmes adresses en mémoire. Donc c'est typiquement la même idée de se protéger par la diversité. La dernière transformation d'obfuscation dont je voudrais vous parler est plus récente. Elle consiste à insérer des expressions mixtes arithmético-booléennes. Donc cette idée a été publiée en 2007. Et l'idée est la suivante. Mon programme utilise de l'arithmétique modulaire machine. Autant profiter de ces opérateurs. J'ai à la fois des opérateurs arithmétiques, des opérateurs booléens. Et si je suis en arithmétique modulaire n bits, il se trouve que ces opérateurs se combinent très mal. Typiquement, les solveurs SMT n'aiment pas le mélange de ce genre de choses, etc. Ou les logiciels de calcul symbolique, ils ne savent pas combiner ces opérateurs. Donc, je vais les combiner, c'est-à-dire en arithmétique modulaire n bits, je vais mélanger des opérateurs arithmétiques et des opérateurs booléens. En effet, si je suis en arithmétique modulaire n bits, je perds des propriétés, par exemple de distributivité de la multiplication sur le et, etc. Donc j'ai plus des égalités simples que j'avais auparavant. Donc l'idée, c'est de mélanger ça. Comment? En procédant en 2 étapes. Déjà en réécrivant des expressions simples. Par exemple, ici, je vais réécrire x plus y en x XOR y plus 2 fois x et y dans mon arithmétique n bits préféré. Alors, je vous montre ici une règle de réécriture, mais dans ce livre-là de Hacker's Delight, il y a plein d'exemples d'autres règles possibles. Alors, ça ne suffit pas de faire ces réécritures. Je peux encore complexifier la chose et insérer des identités. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un terme n, je vais insérer f-1 de f de n, mais toujours en sachant que je suis par exemple en arithmétique 4 bits ou 32 bits, etc. Donc par exemple, en arithmétique 4 bits, si j'ai f de n qui vaut 3 fois n plus 7, la fonction inverse, ça va être 11 fois n plus 3. Et donc je vais insérer f-1 de f de n, et finalement mon x plus y il va être combiné comme ça en cette expression-là. Donc là, j'ai montré un cas très simple, mais en pratique, cette technique d'obfuscation a été utilisée comme
comme protection avec des systèmes de DRM. Et l'idée, c'est d'appliquer plusieurs règles et de, comme ça, générer une dizaine de lignes qui remplacent une simple expression. Donc voilà, j'en ai terminé pour les stratégies d'obfuscation. Je vous ai présenté les obfuscations les plus connues, on va dire. La première, c'était le renommage, qui est certes très simple, mais qui rend difficile la lecture par un humain et qui peut être intéressant pour du code JavaScript, que je vais lire directement dans mon navigateur. Ensuite, je vous ai parlé de l'idée d'ajouter des prédicats opaques. Là, l'objectif, c'est de contraindre l'analyse statique à approximer davantage, dans l'espoir de perdre des informations au point de jonction à la fin de mes if, où j'ai ajouté des prédicats opaques. Ensuite, je vous ai parlé de l'aplatissement du graphe de flow de contrôle. Là, l'idée, c'est de pousser l'analyse statique dans ces retranchements et aller vers cette idée de virtualisation de code. Et enfin, je viens de vous présenter l'ajout d'expressions mixtes arithmético-booléennes. Donc là, il s'agit de l'idée de déjouer les solveurs SMT qui capituleront avec mes expressions mixtes arithmético-booléennes dans le but de les empêcher de prouver des chemins exécutables. Voilà pour ces stratégies. Donc je vous ai dit tout à l'heure que si on veut vraiment utiliser ça en pratique, il y a toute une phase d'évaluation expérimentale pour évaluer le coût de la transformation, sa furtivité, etc. Je vais maintenant regarder ce qu'il en est de la correction, donc la préservation sémantique des deux dernières stratégies, l'aplatissement de graphe de flow de contrôle et l'insertion d'expressions mixtes arithmético-booléennes. Alors, c'est des travaux que j'avais effectués avec deux anciens étudiants, Alix Trieux et Rémi Hutin, et nous avions ajouté une passe de brouillage dans le compilateur Concert au niveau du langage C, et nous avons donc prouvé la correction de ces passes de brouillage. Alors, comment montrer donc la correction de ces transformations de programme? Classiquement, à l'aide de diagrammes de simulation. C'est ce que donc, Xavier avait déjà parlé dans son cours d'il y a 2 ans sur la vérification formelle d'un compilateur, de ces diagrammes de simulation. Donc on est exactement dans ce cas d'application. Donc on a un programme source S et un programme brouillé B, et on va utiliser donc des diagrammes de simulation étoile qui expriment que chaque transition dans le programme source S va être simulée par 0, 1 ou plusieurs transitions dans le code brouillé. On suppose de plus qu'on a une relation qui relie des états sémantiques entre états initiaux dans le programme source et dans le programme brouillé, et on cherche à montrer les traits ici en pointillé, c'est-à-dire qu'on peut faire des transitions dans le code brouillé et qu'on a abouti à un état sémantique qui est aussi en relation avec l'état dans le code source. Alors, comme Xavier l'avait expliqué dans son cours, on a 2 cas dans le diagramme, soit ici on sait qu'on va au moins faire un pas dans le code brouillé, soit on sait qu'on ne va pas en faire, et donc dans ce cas-là, il est nécessaire de trouver une mesure, puis pour éviter les problèmes de bégaiement liés au fait qu'on observe des programmes dont l'exécution diverge. Donc classiquement, la difficulté quand on fait ce genre de preuve, c'est de définir comment relier les commandes de S aux commandes de B, donc cette relation d'équivalence entre états sémantiques, et puis c'est aussi de trouver la mesure qui évite le bégaiement infini. Alors ici, pour l'aplatissement du graphe de flow de contrôle, il a fallu donc trouver comment relier ces états sémantiques, et en particulier, il a fallu relier une instruction initiale qu'on a décidé d'aplatir dans cette structure d'instructions à choix multiples, et donc il a fallu exprimer que le i égale 0, cette instruction dans le programme initial, devait correspondre à ces 3 instructions-là dans le switch. Alors, comment faire ça? Donc, en fait, finalement, pour définir cette relation qui relie les instructions, il a été nécessaire de reconstruire le graphe de flow de contrôle, puisque l'obfuscation qu'on propose opérait au niveau C,
langage sur lequel on n'a pas de représentation du programme en graphe de flot de contrôle. Autrement dit, ce qu'il a fallu faire, c'est interpréter retrouver à partir du programme ici obfusqué le fait que ce compteur de programme ici, il ne fait pas n'importe quel choix, il se branche vers l'instruction suivante à exécuter. Et donc, par exemple, ici, quand je dis PC vaut 2, ça veut dire que je vais ensuite exécuter ma condition i inférieure à 100, etc. Donc, cette information ici que j'ai rajoutée par brouillage, ça correspond exactement à cette arête-là dans le graphe de flot de contrôle. Donc, c'est ça la partie qui a été un peu non évidente, de reconstruire cette relation de simulation. Alors, je n'ai pas le temps de parler de la mesure, mais ça a aussi été, il a fallu aussi trouver la bonne mesure. Maintenant, si je regarde la correction de l'insertion d'expressions mixtes arithmético-booléennes, donc ici, la difficulté a été d'établir l'égalité entre les expressions que j'ai choisi de réécrire. Naïvement, on avait commencé par essayer de raisonner par induction sur le nombre de bits, mais ce n'était pas du tout adapté, on n'avait pas réussi à s'en sortir. Et donc là, la solution qu'on a trouvée a été finalement de définir une structure de données qui généralisait la notion de table de vérité, qui n'était pas adaptée pour nous. Mais ce que je veux dire ici dans cet exemple, c'est que ça illustre une situation qu'on rencontre assez fréquemment quand on fait des preuves. Donc pour les besoins de la preuve, j'ai dû définir une structure de données qui n'est là que pour la preuve, qui me permet de raisonner plus aisément pour démontrer ma propriété. Alors pourquoi cette structure de données est adaptée ? Parce qu'elle respecte une propriété de localité. Donc je suis toujours en arithmétique modulaire n bits, et donc j'ai besoin de raisonner sur mes opérations bit à bit. Et donc quand je veux évaluer une expression ici avec un certain opérateur E', je suis obligé de décomposer cette évaluation bit à bit. Et donc la propriété de localité qui m'intéresse, c'est de dire que quand je veux donc évaluer E, op, E', je vais pouvoir faire l'évaluation bit à bit sans que ça n'ait d'impact sur les autres bits. Et donc la structure de données qu'on a proposée répond à ça. Elle permet ici, sur cet exemple, d'évaluer indépendamment B, op, B', c'est-à-dire sans modifier les autres bits, sans gérer des décalages ou des retenues, etc. Bon, et de plus, cette structure de données était indépendante du langage considéré. Voilà, donc pour conclure, je vous ai présenté plusieurs techniques. Il existe une grande variété de techniques d'obfuscation du logiciel. Finalement, ce sont des techniques assez simples à mettre en œuvre, c'est ce qui fait leur succès. C'est vraiment leur combinaison savamment dosée qui permet de protéger un logiciel. C'est pour ça que les logiciels ne se gênent pas de dévoiler leurs recettes, leurs obfuscations. C'est aussi un domaine où il y a une importante évaluation par la pratique qui est nécessaire et qui est faite par des experts. Donc on n'a pas de méthode générale qui va garantir que mon programme il sera très bien obfusqué. C'est vraiment un domaine où il y a beaucoup d'évaluation expérimentale. Et puis, toutes ces techniques évoluent. Je pense que c'est une histoire sans fin qui est liée à la technique aussi des outils de désobfuscation. Il y a aussi beaucoup de travaux de recherche qui visent à désobfusquer automatiquement, c'est-à-dire à essayer d'automatiser le plus possible ce processus manuel de rétro-ingénierie, de calculer des chemins dans des graphes pour extraire de plus en plus d'informations. Enfin, c'est une protection parmi d'autres, ce n'est pas une protection miracle. Xavier avait parlé d'isolation du logiciel, c'est complémentaire. Il y a aussi la cryptographie. Par exemple, dans les systèmes de DRM, maintenant c'est plus la cryptographie qui est utilisée que l'obfuscation. Il y a aussi des techniques de tatouage numérique où on peut vouloir marquer au fer rouge une image, par exemple, voire des techniques d'empaquetage de logiciels un peu plus avancées que ces techniques de virtualisation utilisées par les virus. Donc tout ça sont des techniques complémentaires. L'obfuscation est là pour apporter un gain de temps contre un adversaire qui finira bien un jour ou l'autre s'il prend suffisamment de temps par parvenir à ses fins ou au moins à extraire
pas mal d'informations. Voilà, j'en ai terminé. Merci.